On est en compagnie d'Edouard Petit. Bonjour Edouard. Bonjour Fabrice. Vous venez d'écrire un second livre sur les ETF, les fameux trackers Exchange Traded Fund, créer et piloter un portefeuille d'ETF. Alors je précise tout de suite, autant le premier ouvrage était assez simple à lire, Épargnant 3.0, c'était vraiment une initiation à cet univers de la gestion passive à travers les trackers, autant celui-ci est un peu plus corsé. À qui s'adresse-t-il ? Alors effectivement, mon premier livre expliquait assez simplement, il se lisait en moins d'1h30, pourquoi est-ce qu'un portefeuille composé uniquement d'un bon fonds euro et d'un ETF monde, si possible logé dans un PEA, avait toutes les chances d'extrêmement bien performer. Et le livre a assez bien marché et j'ai eu des lecteurs qui m'ont posé des questions sur est-ce qu'il faut se couvrir en devises, est-ce qu'il faut rajouter de l'or, comment fonctionnent les ETF. Donc j'ai écrit un livre plus avancé pour ceux qui veulent en savoir plus. Et donc ce n'est pas un livre de recettes toutes faites, c'est un livre, parce que dès qu'on dévie du marché, c'est un avis en fait, qui explique sur la base de données, je pense qu'on en parlera, les avantages et les inconvénients de dévier du marché. En fait. Alors on va y venir. Juste une précision, Edouard Petit, vous n'êtes pas gérant, non. Vous n'avez finalement peut-être que votre portefeuille, pas obligé de tout nous dire. En tout cas, c'est basé sur votre expérience. Vous ne dépendez pas d'une compagnie bancaire ou d'un groupe. Vous êtes, ça ne fait pas partie de votre nom, c'est vraiment votre pur intérêt. Et vous êtes penché justement sur ce qu'on appelle l'evidence-based investment. On peut traduire par l'investissement basé sur les faits, sur l'évidence. Racontez-nous ce que c'est exactement. Alors, ce qu'on voit en général, c'est qu'on entend beaucoup de choses sur ce qui s'est passé récemment en bourse et on trouve des explications liées à l'économie, etc. Et ce n'est pas toujours extrêmement factuel. Et donc, il y a une tendance de l'investissement qui cherche à trouver des explications assez factuelles. Donc, c'est très orienté données. Typiquement, on s'appuie sur des données longues depuis 1900 si possible dans de nombreux pays. Par exemple, si on pose la question, est-ce que les actions couvrent contre l'inflation? C'est pas facile de répondre. Et ben, on regarde tout ce qui s'est passé depuis 1900 dans 30 pays en fonction des cycles économiques, des guerres, etc. Et on essaye d'en tirer quelque chose. Voilà, des enseignements, mais c'est vraiment sur des faits. C'est pour ça que c'est sur des séries longues, et même si des fois c'est contre-intuitif, parce qu'on pourrait se dire effectivement, voilà, il y a eu des guerres, le marché s'est complètement écroulé, on était complètement ruiné à certaines époques. Sur des séries longues, effectivement, les actions restent l'investissement finalement champion. Voilà, ça a fait dans le monde en moyenne à peu près 8% brut d'inflation et 5,5% net d'inflation. Et c'est là où effectivement, moi je parle surtout net d'inflation parce que c'est le pouvoir d'achat. Alors c'est un peu plus compliqué effectivement pour le grand public d'appréhender ces chiffres qui peuvent paraître petits, mais sur le long terme, ça a quand même une importance extrêmement forte grâce aux intérêts composés. Voilà, donc du coup, si on investit sur les actions régulièrement et à la limite qu'on ne touche pas, une fois qu'on a créé son allocation, on est quoi? Sûr de gagner sur des longues périodes. Et ça va battre en général la plupart des actifs. Oui, alors effectivement, il y a les autres actifs, par exemple l'immobilier. C'est toujours compliqué effectivement sur des données longues de comparer parce que typiquement sur l'immobilier, est-ce qu'on compte les frais d'entrée, les frais par exemple si on doit changer des fenêtres, d'amélioration, etc. Mais les données longues sur l'immobilier, si on ne regarde pas les loyers qui sont un peu plus compliqués à analyser, ça fait 0% en moyenne, en prix, net d'inflation dans le monde. L'immobilier aux États-Unis qui est quand même un pays en croissance, les bureaux à Manhattan, les maisons à Rotterdam depuis 1600. Voilà. Donc je ne suis pas contre l'immobilier, mais ça permet d'avoir une perspective un peu différente de ce qu'on entend, parce qu'effectivement, sur les 20 dernières années, l'immobilier a beaucoup augmenté. Alors c'est ce que je voulais vous dire, parce que les séries longues, c'est très bien, si on revient jusqu'à 1900. En revanche, on dure rarement aussi longtemps. Tout à fait. On va commencer très tôt au berceau, et puis avoir une longévité quasi exceptionnelle. Ça arrivera peut-être dans des prochaines années. En tout cas, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, si on est investisseur, pour ceux qui nous regardent, qui n'ont pas encore commencé peut-être, quelles sont les recommandations qu'on peut donner? Les recommandations les plus simples, c'est effectivement d'investir dans un indice très large au travers d'un ETF qui n'a pas beaucoup de frais. Donc ça reste toujours frais, donc c'est vrai ça. Donc c'est un indice monde qui investit dans le monde entier. On ne se prend pas la tête, entre guillemets, on prend le MSCI World, ça prend en compte toutes les plus grandes capitalisations et on abonde régulièrement
Voilà, l'idée c'est d'investir tous les mois parce que... On peut commencer dès maintenant du coup. Alors, moi je pense qu'on peut commencer dès maintenant, bien qu'on entende que les marchés sont hauts, parce qu'il n'y a pas vraiment de moyen de savoir si les marchés sont hauts. Donc j'ai un assez long chapitre sur ce livre sur comment analyser la cherté des marchés. Et c'est pas facile de le faire. Parce que les gérants à longueur de plateau, toute la journée nous disent voilà, il y a peut-être un market timing, c'est le moment, c'est pas le moment. En fait, vous dites finalement sur une série longue, si vous êtes parti pour 10, 20 ans, c'est ce qu'on souhaite à ceux qui nous regardent, ou peut-être beaucoup plus pour les plus jeunes. Peu importe, si vous rentrez en 2017, vous ne vous souviendrez plus que c'était en 2017 ou en 2018, d'ici 10 à 20 ans. Ouais. Et donc, il faut abonder régulièrement sur cet indice, le plus large possible. On fait une allocation. C'est ce que vous appelez le lazy investing. Finalement, on est paresseux, on n'a pas besoin de s'en occuper. Par contre, il faut faire ses devoirs et abonder régulièrement. C'est ça. Il faut être fort psychologiquement parce qu'il faut faire ça régulièrement et se poser la question si le marché est haut et bas. Et typiquement, parce qu'on va acheter haut, c'est sûr, parce que je ne nie pas qu'il puisse y avoir des marchés hauts, des bulles, etc. C'est juste qu'on ne peut pas les identifier facilement. Donc ça ne sert à rien d'essayer. Et ce qui fait que quand le marché baissera de 30%, et donc là, vous direz c'est la catastrophe, c'est la fin du capitalisme, toutes les radios, toutes les télés écriront ça, et bien il faudra continuer à investir régulièrement. Donc c'est ça la difficulté. Et c'est pour ça qu'il faut travailler beaucoup sur sa psychologie, se détacher de ça. Et c'est là où le deuxième livre est intéressant pour ceux qui veulent comprendre, c'est que ces données longues aident à mieux appréhender et à travailler sur ces psychologiques parce qu'on voit que ça remonte, on a étudié ça pour moins céder à la panique. Ouais, finalement, on se dit, bon, c'est pas grave, il y a un crack, hein, je suis en train de perdre 40%, mais sur une série longue, tout va bien. Bon, il ne faut pas que ça arrive la dernière année où on en a besoin, évidemment. Oui, mais si on l'a fait sur 20 ou 30 ans, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis, régulièrement, effectivement. Alors, le livre, hein, Créer et piloter un portefeuille d'ETF est évidemment beaucoup plus technique. Les risques, justement, sur les ETF, est-ce qu'il y en a? Alors, comme tout investissement, il y a des risques et ils sont assez souvent notés par les gérants actifs parce qu'il y a une certaine compétition entre les ETF et les gérants actifs. Pour moi, il y a trois formes de risques qui sont assez différents. Donc, le premier risque, c'est le risque du sous-jacent. Mais c'est comme un fonds classique. Investir dans un portefeuille diversifié d'actions mondiales, Apple, Amazon, et puis en Europe, Total, etc., c'est pas la même chose que d'investir sur des small cap grecs. Bon, voilà. Et on diversifie, donc c'est l'art de la diversification. Là aussi, vous consacrez un chapitre. Là aussi, plus on diversifie, il y a beaucoup de théories là-dessus, et moins on prend de risques. Voilà. Donc, en général, c'est ça. Est-ce qu'il y a un risque sur les émetteurs? Alors, effectivement, il y a le risque de l'enveloppe. Parce que là, pour le coup, ce sont des sociétés, Société Générale, Citi, des grands noms, BlackRock, Vanguard, qui vont créer ces produits. Est-ce que sur ces sociétés qui créent ces produits, on peut avoir un risque? Oui, bien sûr. Mais voilà, un risque sur la Société Générale, sur BlackRock, comme quand on investit dans une assurance vie, il y a un risque de contrepartie avec l'assureur. Quand on investit dans un fonds, si le fonds fait faillite, ce qui normalement n'arrive pas, bon, on sera quand même embêté. C'est à peu près la même chose sur un ETF. Donc pour moi, il n'y a pas plus de risque sur l'enveloppe en tant que telle par rapport aux produits classiques, disons, de la finance. Pour ceux que ça intéresse, on voit aussi comment sont construits ces ETF, ce panier d'actions, comment c'est acheté entre justement l'émetteur de ce produit et puis ces market makers. Je crois qu'il y a des gens qui sont autorisés justement à faire ces transactions. Et vous dites, c'est assez intéressant, j'ai lu aussi, vous n'êtes pas forcément critique vis-à-vis du trading haute fréquence, vous dites que ça permet aussi d'ajuster et de faire des arbitrages. Alors, je ne suis pas un spécialiste du trading haute fréquence, mais comme dans beaucoup de choses, il faut être mesuré et il y a des aspects positifs. Et donc le trading haute fréquence, ça aide à améliorer ce qu'on appelle le price discovery, enfin en tout cas la liquidité, les prix, etc. Et donc les ETF ça s'appelle comme ça, sont des fonds cotés. Donc ça sert à coter au plus juste les fonds, les ETF, pour qu'ils soient le plus proches de la valeur des sous-jacents. De la valeur reflétée. Voilà. Si Apple, par exemple, hier a chuté de 1,5%, il faut instantanément que l'ETF reflète cette performance. Et donc, ils font ça très vite. Et le HFT sert, le trading haute fréquence sert notamment à ça. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des inconvénients au trading haute fréquence,
Mais c'est un exemple, effectivement, qu'on n'entend pas nécessairement très souvent, de choses positives des market makers et du trading haute fréquence. L'allocation, en tout cas, d'actifs, peut-être nouvelle génération, vous dites, pour construire donc son portefeuille financier avec des ETF, des fonds en euros, des SCPI, de l'or, de matières premières. Tout ça, on peut le trouver à travers les trackers. Alors, on peut mettre de l'immobilier dans les trackers, etc. Des SCPI, c'est un produit spécifique, mais comme c'est un produit assez à la mode, j'explique aussi comment mixer avec donc c'est plus sur la location d'actifs majoritairement avec les ETF, mais j'explique est-ce que les SCPI sont quand même une bonne idée et comment mixer avec un portefeuille d'ETF. Voilà. Bon, en tout cas, on a dévoilé vraiment la surface de ce livre qui est beaucoup plus dense que celui de la dernière fois. Ça s'appelle Créer et piloter un portefeuille d'ETF. C'est écrit par Édouard Petit. Mais ce qui est bien quand même. Et il est très bien. En plus, on a une chouette préface de Philippe Maupas qui connaît bien le sujet également. Et je vous engage, si vous êtes intéressé, si vous êtes placé d'ailleurs sur ces produits, à découvrir un peu le dessous des cartes avec le bouquin d'Édouard. Merci Édouard Petit. Je rappelle donc que vous êtes consultant dans la vie civile et puis auteur, puisque vous êtes passionné sur ces produits ETF, donc de 2 livres. L'épargne 3.0, je conseille quand même de démarrer par là et puis ensuite d'intégrer le second, donc créer et piloter un portefeuille d'ETF. Merci beaucoup, à très bientôt. Dans un instant, la suite du programme sur Téléfinance.